Merci Claude pour l'invitation. Et merci aussi pour les interventions précédentes, hein, c'était merveilleux. Alors heureusement, j'avais qu'une demi-heure, donc j'ai préparé un petit exposé. Alors Eric a bien parlé de tout, en tout cas, a choisi de parler un petit peu de tous les axes en tout cas, toutes les différentes, euh, en tout cas, toutes les différentes thérapeutiques qu'on pourrait apporter chez les personnes qui ont un syndrome post-vax et un Covid long. Donc moi, en fait, je suis parti en Suisse en 2015. Je suis médecin généraliste, je suis diplômé en micronutrition et thérapie orthomoléculaire, en phytothérapie, et j'ai fait beaucoup de formations en nutrition, nutrithérapie, aromathérapie, naturopathie, oligothérapie, mycothérapie et pas mal d'autres choses. J'ai développé plusieurs protocoles utilisant donc là, une synergie de différentes approches thérapeutiques. Je suis membre permanent de l'IRCM International, donc c'est un groupe international de recherche et de développement en médecine complémentaire. Et ma pratique quotidienne, c'est surtout une prise en charge de la maladie de Lyme, c'est Ah, coïnfection froide et de on a la perdu maladie chronique. on a perdu l'image. Au secours, ça y est, non, non. C'est bon? Une seconde, deux, non, non. On a perdu l'image. Notre image. Ah, c'est ça, parce qu'il est passé c'est bon, on a retrouvé. Vous m'entendez? C'est bon, tu peux y aller. On a retrouvé l'image, tu peux y aller. Ah, je t'entends pas du tout, Claude. Tu peux y aller. Excuse-moi, j'étais pas en face. Tu m'entends là? Ouais, tout à fait. Parfait. Parfait. Donc, toujours en prémisse, hein, donc, le contenu de ma conférence ne constitue pas une incitation à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical, thérapeutique ou prophylactique, ni non plus à adopter des pratiques ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique. Il ne s'agit pas d'allégations thérapeutiques, il s'agit d'une approche pour promouvoir des solutions en matière de bien-être et de santé. Tout patient et tout traitement ou cure doit être suivi par un professionnel de santé. La science est la continuelle remise en cause des connaissances. Un consensus scientifique ne peut être que provisoire et n'a donc de légitimité que s'il est exprimé à un moment précis pour une durée limitée et surtout que s'il représente un compromis entre tous les courants scientifiques du moment avec la participation d'experts pouvant avoir des avis divergents. Je ne sais pas si vous voyez mon polycopier. Je vais peut-être le partager. Est-ce que je peux le partager cette fois-ci, Claude? Oui, Oui, partager l'écran. partager. Ouais. C'est à toi de le faire, non? C'est à moi, ouais. Ça y est, C'est bon? Très bien. Alors, voilà. c'est bon. Donc, l'approche de santé intégrative, ça combine donc du coup une prise en charge médicale traditionnelle, des approches non pharmacologiques et un changement de comportement et de mode de vie. Ce qui est très intéressant, c'est que bon, bah, je traite les maladies chroniques, dont la maladie de Lyme, mais aussi d'autres maladies qui sont très apparentées et qui sont très ressemblantes. Et on voit qu'il y a énormément de points communs. Et effectivement, quand j'ai commencé à prendre en charge le Covid long, bah, ça ressemblait fortement à ma prise en charge initiale de la maladie de Lyme. Donc, j'ai commencé à traiter des Covid longs en 2020 et c'est clair et net que dans ma patientèle, ben, les patients, en tout cas, qui ont été traités Covid, que ce soit par des choses classiques comme l'azithromycine, l'hydroxychloroquine, l'ivermectine ou des huiles essentielles, des extraits de pépins de pamplemousse, une vitaminothérapie, ben, en fait, effectivement, on voyait j'ai vu très peu de Covid long. Donc, même RTS, donc il y a un journal suisse, considère que le Covid long oblige la médecine à changer d'approche, parce que effectivement, toutes les approches, en tout cas, qu'il pouvait avoir aux équivalents des CHU, donc au HUG à Genève et ailleurs en Suisse, étaient souvent très insatisfaisantes, en tout cas.
Il y a même une étude qui montrait qu'une approche intégrative qui s'est avérée bénéfique dans d'autres maladies chroniques telles que la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique et le syndrome post-piqûre de tique. Alors, je reviens rapidement sur la physiopathologie du Covid long et justement, sur chaque point qui peut, en tout cas, tous les anomalies qui peuvent exister, eh ben, on pourrait agir assez simplement. Donc, on pourrait déjà agir sur l'inflammation, parce qu'on retrouve des cytokines inflammatoires comme les TNF-alpha, les interleukines 6 et l'interféron. Donc, il y a plusieurs prises en charge par rapport à cette inflammation, notamment avec des compléments, mais aussi des changements alimentaires qu'on pourrait faire. Dans toute maladie chronique, notamment même psychique, on trouve également aussi des interleukines et des cytokines. Donc, on voit qu'il y a un intérêt, en tout cas pour toutes les maladies chroniques, d'agir à ce niveau-là. On retrouve également un stress oxydant. Donc là, on pourra utiliser des antioxydants, tout simplement, des détoxifiants. Et on a retrouvé qu'il y avait beaucoup plus de stress oxydant chez les personnes qui étaient dénutries. Des études montraient aussi qu'il y avait un lien entre le déséquilibre du microbiote et on retrouvait aussi beaucoup d'hyperperméabilité intestinale. Donc, il y a des tests pour vérifier cela. Dans physiopathologie, il y a une dysimmunité. Donc, on retrouvait aussi des auto-anticorps, dont les anticorps anticardiolipines, une dérégulation immunitaire Eh adaptative. ben, Euh, on retrouve également, parce qu'on a pu voir énormément d'AVC, d'infarctus, des troubles de la coagulation. Euh, Suite à l'injection expérimentale ou suite en tout cas au Covid. Il y a eu des biopsies qui ont pu être faites, notamment au niveau intestinal. On retrouvait encore du Covid qui se répliquait au niveau intestinal. Donc, il y aurait encore, probablement, surtout chez les personnes qui n'ont pas été traitées, ben, encore de l'ARN viral et du virus qui se réplique. On retrouve également une baisse immunitaire, donc on a vu une grosse pandémie aussi de zona après l'injection et après le Covid. On pourrait aussi également, au niveau de la physiopathologie, agir en tout cas sur l'atteinte mitochondriale, donc il y a des micronutriments très très intéressants à utiliser. On assiste également à une baisse de la sérotonine. Donc, Eric en a parlé de la NAD. Alors, effectivement, c'est cher, enfin la NADH, mais on peut utiliser aussi la nicotinamide qui est vraiment assez cheap. Et Jean-Marc Sabatier en a parlé très très bien du dysfonctionnement du système rénine-angiotensine. Donc en fait, sur tous ces problèmes, du coup, on pourrait agir tout simplement. En fait, on agirait sur chaque problème que pourrait entraîner cette injection ou le Covid, et on pourrait avoir des résultats assez rapides. Alors, physiopathologie. Donc en fait, la thérapie orthomoléculaire, c'est utiliser des substances normalement présentes dans l'organisme, donc les vitamines, des minéraux, des acides aminés, des acides gras essentiels, mais à une dose optimale, une dose orthomoléculaire. On est très très loin des apports journaliers recommandés. Surtout que l'alimentation, alors énormément d'études montrent qu'il y a enfin en tout cas, il y a beaucoup beaucoup moins de nutriments dans les légumes, dans les fruits, et cette énorme baisse montre en tout cas que la plus grande majorité de la population est très dénutrie, et ça pour énormément de micronutriments. Alors moi, basiquement, quand je traitais mes patients qui avaient le Covid long, mais aussi sur ceux qui ont la maladie de Lyme, bah, je donnais des choses très simples. Ça va être de la vitamine C plutôt sous forme acide L-ascorbique qui est très très bien absorbée. Alors, bien sûr, ce sont des traitements qui sont personnalisés. On peut faire différents tests pour voir un petit peu la tolérance digestive de cette vitamine, pour savoir un petit peu, en fonction du stress oxydatif, quelle dose a besoin chaque patient. Donc ça peut être des protocoles où on donne plusieurs doses de vitamine C dans la journée jusqu'à ce qu'il y ait une intolérance digestive, une espèce de débâcle diarrhéique pour savoir un petit peu la dose qu'a besoin le patient. Il faut savoir aussi qu'il y a eu le pont de la vitamine C, le prix Nobel Linus Pauling, recommandé de prendre jusqu'à entre 8 et 15 grammes de vitamine C par jour. Donc, avec les apports journaliers recommandés de 80 milligrammes, 0,08 grammes, ben, on est vraiment bien très très loin, en tout cas, de la dose qui serait intéressante.
Basiquement, je rajoute bien sûr la vitamine D3. Alors, effectivement, pour les personnes au-dessus de 40 ans ou sinon ceux qui fument, bah, je vais toujours ajouter la vitamine D3 et la vitamine K2, toujours à dose orthomoléculaire. Le magnésium, c'est une base de santé, ça agit sur 2000 réactions dans le corps, donc ça agit sur énormément de choses, notamment aussi également la détoxication et l'immunité. Et il y a plusieurs formes de magnésium qui existent. Alors moi j'aime bien le citrate de magnésium qui a un effet alcalinisant. Mais bien sûr, il peut y avoir des personnes qui vont avoir une intolérance digestive. Donc là, à ce moment-là, on peut utiliser du bisglycinate ou du glycérophosphate. Je rappelle que c'est toujours des doses orthomoléculaires, hein, c'est pas les petites doses. En général, c'est souvent le double de ce qui est écrit sur la boîte, en fait, au niveau de la dose. Le zinc, pareil, on est à peu près 80% de la population à être carencée en zinc. Et effectivement, déjà, quand on donne vitamine C à bonne dose, vitamine D, D3K2, magnésium et zinc, bah, mes patients, en tout cas, ils sont en tout cas, beaucoup plus rarement malades. Et si jamais ils tombent malades, ben, c'est vrai que c'est toujours des formes atténuées de maladies, en tout cas hivernales. Donc c'est très intéressant également d'utiliser le zinc. Alors sur une infection bactérienne, en tout cas aiguë, le zinc c'est un petit peu controversé parce que ça peut un petit peu nourrir les germes. Donc là ce serait plutôt en prévention ou en tout cas quand il y a une carence ou quand il y a une infection virale. Basiquement aussi avec ces troubles de la coagulation, bah, j'utilise le ginkgo biloba. Alors à des doses plus importantes, ce qu'on retrouve en France, il me semble que la dose usuelle de Ginkgo, quand on prend le Tebocan, je crois, c'est du 40 mg. Alors moi, j'utilise un minimum du 240 mg. Bien sûr, l'automédication, faut faire attention. Donc, si on prend des anticoagulants, de l'aspirine, bah, bien sûr, il faut pas l'associer, hein. Et effectivement, quand j'utilise juste ces 5 compléments, bah, en fait, déjà, on a des choses intéressantes sur l'immunité. Et à cela, donc là, c'est quelques études qui étayent un petit peu ce que je dis. Euh, moi, personnellement, je suis originaire de la ville de Vichy et en fait, l'eau de Vichy est reconnue depuis très très longtemps, en tout cas pour avoir des vertus intéressantes. Et moi, donc j'utilise depuis très très longtemps l'eau bicarbonatée. Donc, je fais prendre de l'eau bicarbonatée à mes patients et quand on boit l'eau de Vichy, en général, on associe une petite rondelle de citron. Donc, ce mélange d'acide citrique, du citron et l'eau bicarbonatée, ça fait un mélange de citrate de sodium. Et on voit de plus en plus des études intéressantes concernant notamment le citrate de sodium pour son effet alcalinisant. Et bah, en essayant de regarder un petit peu dans les recherches, c'est vrai que bah, déjà, pour les sportifs de haut niveau, c'est sympa pour déjà avoir des meilleures performances, avoir moins d'acidose. Donc du coup, on décale légèrement le pH sanguin pour avoir une meilleure oxygénation. Et effectivement, quand on voit certaines études, on voit qu'il y a eu des études, mettons notamment sur les militaires dans les années 70, et quand ils prenaient de l'eau bicarbonatée, ben, ils étaient beaucoup plus performants et beaucoup plus endurants. Et il me semble qu'il y a eu une étude, qui est-ce que je traite des sportifs de haut niveau, et il y a eu un article en tout cas qui parlait que le bicarbonate, on pourrait considérer comme presque un dopant, mais bon, on pourrait rien y faire, en tout cas, pour le détecter, parce que effectivement, on va avoir bien sûr moins d'acidité, donc d'acide lactique dans les muscles, on va avoir de meilleures performances, une meilleure oxygénation, et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a déjà des boissons énergisantes où on va retrouver du citrate. Euh, donc, je travaille un petit peu sur le terrain acide, qui est le terrain acide des maladies. Alors, Otto Warburg en parlait déjà bien avant, mais en tout cas, beaucoup d'expériences personnelles et d'études, en tout cas, ont montré que c'était intéressant. Donc, il y a différentes alternatives. Alors, moi, j'aime bien utiliser le citrate de sodium, qui est le plus alcanisant par rapport à d'autres citrates, comme le citrate de potassium. Mais il y a aussi d'autres choses, comme l'argile verte, l'aubiéthiol, qui serait plutôt à prendre en cure, en tout cas, pas plus d'un mois, enfin, à répéter. L'alimentation a un pouvoir en tout cas sur l'acidité et le côté alcalin. Donc en fait, il faut regarder un petit peu l'indice de Prahl des aliments. Alors tous les aliments qui sont riches en protéines, les produits animaux, les fromages vont avoir un effet acidifiant, donc qui va être plutôt, on va dire, du côté des maladies. Et le côté alcalin, ça va être plutôt tout ce qui est fruits, légumes, les condiments ou les plantes, les tisanes. Donc là, on pourrait jouer un petit peu, en tout cas, sur cette acidité qu'on n'a pas parlé précédemment. Et il y a des études aussi qui montrent l'effet, en tout cas, au niveau métabolique de l'acidité.
Voilà. Ensuite, après, il y a aussi d'autres mesures très intéressantes comme la méthode Wim Hof, en tout cas des exercices respiratoires, la relaxation, la sophrologie, le yoga, mais et aussi également le lâcher prise qui va aussi avoir un effet, en tout cas, qu'on va voir si on fait des tests, notamment de son pH urinaire. Alors, c'est vrai que moi, ça fait longtemps que je fais ça et bah, bien sûr, on essaie de tout tester hein, et on s'auto-teste d'abord. Je contrôlais mon pH urinaire et avec mon alimentation, en utilisant des citrates, j'avais remarqué que mon pH urinaire oscillait entre 7,5 et 8,5, ce qui était très intéressant. Et effectivement, un stress très important m'a vraiment assez surpris. J'étais assez choqué du résultat. Quand j'avais eu ce stress, j'ai vérifié mon pH urinaire et j'étais descendu à 4. Donc ça, c'est vrai que effectivement, le côté psychique est très très important dans toutes les maladies chroniques et il ne faut pas l'oublier. Ça, je vais en revenir, je vais y revenir un petit peu après. Alors, qu'est-ce que j'ajoute à ces choses basiques? Donc du citrate de sodium, bicarbonate, citron et dans de l'eau plutôt au coucher. C'est au moment un petit peu où on évacue ces acides. Et quand on évacue ces acides, ben, effectivement, si on aide cette évacuation de ces acides, ben, le corps aura plus de facilité à faire cette auto-régénération nocturne. Avec ces micronutriments à dose orthomoléculaire, magnésium, vitamine C, vitamine D et le ginkgo biloba, eh ben, j'utilise des choses qui vont, en tout cas, détoxifier le corps. Alors, au début, quand je traitais la maladie de Lyme, j'aimais bien utiliser un mélange d'extraits de plantes standardisés qui est le radis noir, l'artichaut et le curcuma. Et depuis qu'est arrivé ce Covid, j'ai utilisé très très rapidement la N-acétylcystéine et le glutathion. Donc le N-acétylcystéine, comme il a été dit précédemment, est le précurseur de glutathion. Pragmatiquement, en tout cas, le N-acétylcystéine, on peut l'utiliser seul chez les personnes en dessous de 35-40 ans et plutôt l'associer à N-acétylcystéine glutathion après 40 ans. Donc ça, c'est des choses un petit peu qui ont été vues sur les centaines, peut-être milliers de personnes que j'ai pu drainer. Et on remarque, que, comme le petit schéma le montre, qu'il y a énormément de micronutriments qui sont nécessaires à la détoxication. Donc, je vais pas détailler trop dessus, parce que ça va prendre un petit peu trop de temps. Et pour certaines personnes, quand on utilise ces détoxifiants, certaines personnes peuvent réagir. Donc, peut avoir un petit peu comme une aggravation des symptômes de manière transitoire. Et là, à ce moment-là, en fait, il faudrait faire préalablement, plutôt s'arrêter, faire une petite détoxication intestinale. Ça peut être avec de l'argile verte, mais ça peut être aussi avec des purges euh, ou certaines poudres qu'on utilise en tout cas pour et assainir également l'intestin pour éviter que toutes les toxines du foie sortent dans l'intestin et soient directement réabsorbées via donc une perméabilité intestinale que j'ai reparlé tout à l'heure. Donc, basiquement, sur une grosse partie en tout cas des patients, alors surtout, c'est vrai que c'est mieux de travailler dès le départ, dès que le Covid long il est apparu. On utilise dose orthoméculaire de vitamine C, de vitamine D, associée souvent à la K2, du magnésium, du zinc, du citrate de sodium, du ginkgo biloba, du NAC et du glutathion, à dose bien sûr orthomoléculaire. C'est souvent suffisant pour faire disparaître les symptômes du Covid long. Alors j'avais marqué en tout cas c'était un patient que j'avais traité qui avait été allé au HUG pour des symptômes multiples, un Covid long, donc ça on sait très bien, la fatigue chronique, l'essoufflement, des vertiges, des douleurs articulaires, enfin en tout cas un symptôme un peu multisystémique, qui avait, donc j'avais fait ses dédimères le 8 décembre, il était à 4000. On voit que avec les micronutriments que j'ai cités et simplement avec le NAC, en une semaine, on est passé à 1165. Je l'ai revu un mois plus tard et ces dédimères étaient passés à 483, associés à complètement une disparition de ces symptômes. Donc, en tout cas, en pratique, et pour avoir un peu soumis ce protocole à des collègues, on était une quinzaine de médecins, clairement, bah, en général, on arrive déjà à des très très bons résultats juste avec ces micronutriments. Il faut pas oublier aussi quelque chose, c'est que beaucoup de patients sont carencés en iode. On est à peu près 9 sur 10 carencés en iode.
Et des fois, il est très très intéressant en tout cas de l'utiliser. Alors bien sûr à des doses orthomoléculaires, parce qu'en fait beaucoup de personnes peuvent souffrir d'une hypothyroïdie aussi frustre, qui peuvent avoir un petit peu ces symptômes, des symptômes-là, que fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique ou Covid long, ou syndrome post-vax. Donc c'est toujours intéressant aussi de regarder, regarder l'iode aussi, notamment avec tous ces dérivés halogénés qu'on peut retrouver soit dans l'eau du robinet, soit mettons dans les, je sais pas, les canapés Ikea, le brome, qui sont des anti-incendies, mais aussi qui peut prendre la place de l'iode dans la thyroïde. Alors, j'avais juste rajouté parce que je me suis dit, est-ce que mon intervention va se transformer, va passer d'une demi-heure en une heure? Et en fait, finalement, je vais passer assez rapidement. Mais bon, Hippocrate le disait que ton alimentation soit ta médecine. Et effectivement, donc il y a une grosse baisse des nutriments dans la nourriture. La cuisson, en tout cas, fait aussi baisser de nombreux nutriments et aussi élimine beaucoup de vitamines. Et notre changement alimentaire, en tout cas, a sûrement aggravé, en tout cas, cette pandémie de maladies chroniques. Donc, effectivement, il faudrait faire un petit peu attention à toute cette alimentation industrielle. Idéalement, bah, il faudrait manger bio, hein. Bon, même si la nourriture et l'eau, en tout cas, du robinet, quand on arrose les champs, n'est plus bio, bah, on peut toujours faire tremper un petit peu dans du vinaigre de cidre ou de l'eau bicarbonatée, ces légumes, ces fruits. Et donc, il est quand même intéressant de faire un petit peu attention. Moi, j'ai travaillé en montagne bourbonnaise avant d'être parti en Suisse. Et je me rappelle très bien un agriculteur, je lui demandais, mais est-ce que vous mangez vos fruits et légumes? Il me dit, bah écoutez, je les mange pas et je les touche même pas avec les doigts. Donc, il y a de quoi quand même se poser des questions. Et donc, toutes les sources de polluants, que ce soit les pesticides, les bisphénols, on a parlé plus récemment des PFAS, donc c'est le revêtement des ustensiles de cuisine avec ces polluants éternels, les fluorides, et énormément de produits, notamment justement qui sont liés aux emballages plastiques, qui peuvent favoriser un petit peu d'émergence, un petit peu de germes qui vont se développer dans l'organisme et favoriser d'autres maladies. Donc, effectivement, dans les maladies chroniques, ben, il y a l'immunité, il y a l'acidité, mais aussi il y a les diverses intoxications qui vont favoriser la prolifération de certains germes qui vont après favoriser des maladies. Certains micronutritionnistes, je pense qu'ils ont pas tort, c'est qu'ils considèrent qu'il faut quand même qu'on a euh, une alimentation trop riche en produits animaux, alors trop riche en sucre bien entendu, mais trop riche en produits animaux. Et ces aliments qui sont riches en leucine est une voie en tout cas, sont des acides aminés qui activent la voie pro-inflammatoire mTOR. Et dans toutes les maladies chroniques, c'est intéressant de diminuer cette inflammation. Et effectivement, quand on voit en tout cas toutes nos habitudes de vie, ben voilà, on s'alimente un petit peu n'importe comment. Et je pense qu'en tout cas qu'il faut vraiment réfléchir. Il y a des choses très intéressantes qu'on peut retrouver sur Internet pour comprendre un petit peu des bases comme de la chrononutrition, où il y a de certains aliments qu'on doit plus manger le matin, plutôt d'autres plutôt à midi, d'autres plutôt le soir. Et donc, je vais pas m'étendre non plus sur le sujet, parce que sinon je vais dépasser. Mais en tout cas, effectivement, il faut avoir si possible, une assiette de toutes les couleurs avec tous les micronutriments, des polyphénols, les chlorophylles, caroténoïdes, lycopène, flavonoïdes. Alors, je suis désolé, le poly est en anglais. Je l'avais rajouté tout à l'heure. C'était la conférence que j'avais fait au Crypto Infection conférence du professeur Perron. Donc, c'est pour ça que c'était une fiction en anglais. Je n'ai pas eu le temps de traduire. Et je fais juste un petit aparté sur le régime de Jean Seignalé. Donc, ça existe depuis 50 ans et c'est intéressant de regarder les résultats qu'il avait sur les pathologies chroniques. Donc, Seignalé recommandait une éviction complète. Alors, quand il dit complète, c'est complet. Donc, blé, seigle, orge, avoine, même avoine sans gluten, camut, petite épeautre, maïs et tous les produits laitiers. Souvent, il y a des conseils qui disent, ah, bah, vous pouvez manger des laits de chèvre, mais après, il y a aussi des personnes qui ont des intolérances à la caséine. Ce sera intéressant. Il y a des tests qu'on peut effectuer et c'est intéressant de faire certaines évictions alimentaires qui peuvent en tout cas faire la différence sur des pathologies chroniques. Moi, quand j'étais interne en 2009, j'ai un patient qui avait une polymyosite. Ma collègue lui avait proposé d'arrêter le gluten. Ben, j'étais surpris qu'il avait déjà plus de douleur au bout de quelques semaines. Donc, il faut vraiment faire attention, en tout cas, à ce qu'on mange.
Et bien sûr, on parle beaucoup des lectines, de l'histamine, des FODMAP. Mais alors, concernant les FODMAP, c'est vrai que je considère qu'il y a quand même, bizarrement, déjà, quand on fait le régime, si les personnes font un régime hypotoxique sur céréalier, on est moins tolérant aux FODMAP. Et souvent, les intolérances aux FODMAP souvent disparaissent avec des antiparasitaires. Donc ça, c'est une petite parenthèse, mais j'y reviendrai très rapidement. Donc rapidement sur l'intestin poreux, alors je pense que beaucoup de personnes connaissent. Donc quand on a un intestin poreux, eh ben, va avoir soit des métaux lourds, soit des aliments mal digérés, euh, soit donc beaucoup en tout cas, il va avoir une inflammation qui va en tout cas se générer au niveau sanguin. Et bien sûr, cette inflammation qui est en tout cas localisée va se généraliser. Et comme on le sait très très bien, toutes les maladies chroniques, il y a toujours un terrain inflammatoire. Donc si on peut faire quelque chose au niveau alimentaire, bah, ce sera important dans le cas de faire les tests et faire des régimes d'éviction et un petit peu écouter son corps, voir un petit peu qu'est-ce qu'on ne tolère pas. Il y a des tests cliniques intéressants, donc la zonuline, la LBP, et cette porosité intestinale est favorisée par certains médicaments. Donc un régime, si on mange n'importe quoi, une alimentation trop inflammatoire, trop riche en aliments ultra transformés, bah, effectivement, ça va pas aider. Et certains AINS, les inhibiteurs de la pompe à protons, certains antibiotiques, l'alcool, le stress va favoriser cette porosité. Euh, donc également, on va avoir un problème d'absorption de vitamine B9 et de B12 et d'autres micronutriments. Donc là-bas, ce serait déjà mâcher, faire les soins dentaires qui sont nécessaires. Il y a beaucoup de personnes qui ont des parodontites. Quand on fait des tests, on a énormément une dysbiose incroyable dans la bouche, notamment aussi également des protozoaires. Donc, il est intéressant de faire des bains de bouche parce que c'est le début de la digestion. Donc, tout ce qu'on avale, ben, effectivement, ça va se retrouver en tout cas dans notre intestin. Donc, faire des bains de bouche, en tout cas avec des produits propres, hein, pas avec des cochonneries à l'intérieur. Et il est intéressant aussi de tester l'acidité de notre estomac parce que c'est le début de la digestion. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des alcaloses digestives. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir trop d'acidité, ils en ont pas assez. Et les symptômes vont ressembler justement à l'acidité digestive et ça va être souvent aggravé par les IPP où ça va ne rien faire. Donc il y a des tests intéressants pour tester son acidité gastrique avec juste du bicarbonate. C'est très intéressant. Donc on pourra également, donc du coup dans le cadre d'un Covid long, d'un syndrome post-vax qui n'est pas réglé, ben en fait s'intéresser à l'alimentation et essayer en tout cas de diminuer la perméabilité intestinale et il y a énormément de complexes de nutriments qui permettent justement de diminuer cette imperméabilité intestinale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que aussi, avec l'âge, souvent, on a plus de problèmes de digestion. Alors, on peut le vérifier en regardant l'élastase dans les selles qui va diminuer. Et souvent, on peut avoir besoin d'utiliser des enzymes digestives. Mais certaines choses qui existaient avant, en tout cas en médecine, ou même on en reparle en naturopathie, peuvent aussi aider un petit peu à purger les voies biliaires et permettre après une meilleure digestion. Donc ça, c'est des petites choses que je ne vais pas détailler. On sait que dans les maladies chroniques, l'état psychique est souvent l'élément le plus important. Et moi, donc j'ai eu la chance qu'une collègue m'a en tout cas parlé de la nicotinamide. Donc c'est la forme amide de la vitamine B3. Et cette vitamine, quand on l'utilise, cette vitamine, en tout cas, qui est sous forme amide, donc qui est aussi un anti-âge, à utiliser à bonne dose, en fait, va avoir un effet sur les maladies chroniques. Et parce que en fait, souvent, bah, quand je vois mes patients, quand ils ont une maladie chronique, souvent je leur demandais pourquoi vous êtes tombé malade. Et très souvent, il y a souvent un traumatisme initial psychique qui est en tout cas qui retrouve. Donc, c'est pour ça que quand on a un traumatisme, bah, normalement, les personnes devraient être prises en charge assez rapidement parce que c'est après que, avec tout le stress oxydatif, l'inflammation, que peut être en tout cas la porte d'entrée d'une maladie chronique. Donc, je peux aider les personnes avec la nicotinamide, qui va avoir aussi un effet sur au niveau mitochondrial, mais aussi qui va permettre d'épargner le tryptophane, qui va se transformer en vitamine B3. Et bon, bah, comme ça a été dit un petit peu plus tôt, bah, que le tryptophane est le précurseur de la sérotonine, qui est le précurseur de la mélatonine.
Donc, j'utilise également le magnésium, le mélisse, valériane. Il peut avoir les fleurs de bar qui sont intéressantes. En tout cas, au niveau clinique, les patients s'améliorent. Le MDR, l'hypnose. Et bien sûr, un petit peu, des fois, savoir changer de vie. Euh, et aussi rééquilibrer les neurotransmetteurs, avoir une activité physique. Et quelque chose qui est basique, hein, c'est combattre les troubles du sommeil parce que, effectivement, c'est le moment où on se régénère. Donc, moi, j'aime bien utiliser de la mélatonine et souvent à dose orthomoléculaire, bien plus que 2 mg par jour au coucher, mais aussi des adaptogènes, mais pas, mettons des médecines ayurvédiques, ça peut être de la mélisse, la chrononutrition et aussi le Wi-Fi, parce qu'il y a des études qui montrent que le Wi-Fi fait baisser de 80% la mélatonine. Donc, j'ai eu des patients qui étaient sous benzodiazépine et je leur dis de couper le Wi-Fi, ben, ils ont plus besoin de prendre de benzo. Donc, vous imaginez un petit peu l'impact que ça peut avoir de les champs électromagnétiques. Et je parle également des champs électriques parce qu'il y a beaucoup de prises qui peuvent fuir et souvent on prend son portable à côté du lit. Le portable n'est pas relié à la prise terre. Et quand on utilise un champ mètre, on va voir qu'il y a un énorme champ électrique. Et quand on voit en tout cas la toxicité et la dangerosité des champs électriques, il y a beaucoup d'études qui le démontrent, ben, il faut aussi prendre en considération cela. Alors, ben, comme l'a si bien dit Eric, et ben, quand on galère à ce niveau-là, quand on a essayé de traiter le stress oxydant, l'inflammation, remonter l'immunité, d'améliorer en tout cas les troubles circulatoires, par exemple avec le ginkgo, désacidifier le terrain, traiter la porosité intestinale, faire des changements alimentaires en fonction des intolérances personnelles. Et ben là, en ce moment-là, on pourrait dire, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas un réveil des co-infections de Lyme? Et à ce moment-là, bah, bien sûr, on peut faire des tests, malheureusement, qui sont pas fiables, mais aussi il y a une clinique qu'on peut retrouver qui vont être spécifiques de certains germes. Et donc, en fait, ces réveils de germes peuvent être, ça peut être des germes comme des parasites qui peuvent se réveiller, comme des protozoaires, comme des infections fongiques. Alors, bien sûr, le terrain inflammatoire et oxydatif vont favoriser, bien sûr, la progression de ces infections. Bah, bien sûr, on peut retrouver énormément une dysbiose, en tout cas au niveau de la bouche. Et bien sûr, quand on veut traiter tous ces germes, bah, il est important aussi de considérer que les biofilms sont un petit peu comme les protecteurs de ces germes et que si on ne traite pas les biofilms, bah, on va risquer d'avoir des échecs. Donc là, j'ai mis quelques germes qu'on retrouve, notamment les helminthes, les candidoses, protozoaires et et quelques co-infections de Lyme, contre Barreau, Rickettsia, Chlamydia, Mycoplasme, Coxella, Brucella, la tularemie, Ehrlichia, Babesia, Streptocoque et d'autres virus, notamment le BP et CMV. Alors, je vais juste un petit, en tout cas, je m'arrête rapidement sur les parasites parce qu'en fait, c'était quelque chose qu'on faisait depuis très très longtemps, de génération en génération. Ben, on considérait que c'était important de se vermifuger 2 fois par an. Et dans certaines zones dans le monde, ben, on l'a fait, on le fait normalement. Et c'est quelque chose qui font partie des coutumes. Et à l'heure de la mondialisation, ben, en fait, même la population européenne ne va pas être indemne de certaines parasitoses qu'on retrouve simplement loin de l'Europe. Et en 2017, même l'OMS recommandait d'avoir des périodes, en tout cas des vermifuges, de faire des programmes de vermifuges, en tout cas assez réguliers, pour justement diminuer les pathologies chroniques. Et c'est vrai que quand j'étais étudiant en médecine, bah, le chapitre de parasitologie, c'était un énorme chapitre et on se rendait compte que les parasites pouvaient faire des signes physiques, mais aussi des signes psychiques. Et il me semblait en tout cas que c'était intéressant de vermifuger ces patients. Alors moi, c'est vrai que notamment dans la prise en charge de la maladie de Lyme, ou les Covid longs, où les personnes, en tout cas, n'ont pas récupéré avec tous les traitements simples que je vous ai parlé précédemment, eh ben, en fait, en tout cas, les vermifuges, en tout cas, ont un effet très intéressant et n'ont pas un effet que antiparasitaire. Alors pareil, hein, c'est en anglais, je suis navré, mais en tout cas, on arrive un petit peu à comprendre ce qui est écrit. Donc, les parasitoses peuvent entraîner
en tout cas une fatigue chronique, des insomnies. On est souvent il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître, va être plus sensible à la pleine lune. On va avoir de la nervosité, on peut être déprimé, on peut avoir des troubles du comportement, notamment les personnes âgées à l'époque qui disaient: Ah, regardez ce petit, il faudrait peut-être le vermifuger parce qu'il était trop dissipé. Donc, c'était des choses qui sont pragmatiques et que malheureusement, on a mis au placard. Donc, toutes les colopathies fonctionnelles, c'est assez affolant que plein de personnes souffrent de colopathie fonctionnelle. Alors, il suffirait, dans la plupart des cas, de les vermifuger. C'est pas qu'on a des tests qui sont pas fiables, comme comme quand on recherche les œufs dans les selles, qu'il ne faut pas essayer de faire un traitement d'épreuve. Si vous allez à la pêche, vous allez au lac Léman et rentrez chez vous et vous avez pas de poisson, ça veut pas dire qu'il y a pas de poisson dans le lac en fait, hein. Donc donc voilà, donc énormément de symptômes, donc notamment le bruxisme, la mâchoire raide, il peut avoir des douleurs articulaires, musculaires, des multiples intolérances. Moi, j'ai eu des personnes qui avaient des tachycardies, des troubles du rythme cardiaque, qui pouvaient céder au vermifuge. Donc voilà, donc même les médias mainstream en parlent. Regardez, près d'une chance sur 10 d'ingérer un ténia si vous mangez une perche du lac. Et notamment, regardez, on parle des cancers également. Donc là, c'était une douve qui avait ce poisson-là. Donc, et pourtant, on l'a appris que beaucoup de parasitoses pouvaient entraîner des maladies chroniques, notamment des maladies plus graves. Donc, il serait peut-être intéressant de faire des traitements d'épreuve. Alors, en médicaments conventionnels, il y a l'albendazole, le pyrantel, le mébendazole, le praziquantel, l'ivermectine, mais aussi le métronidazole et l'hydroxychloroquine. Alors, quand on traite la maladie de Lyme, il existe une réaction qui s'appelle la réaction de Yarich-Herxheimer. Donc, c'est une réaction qui peut faire à peu près comme une aggravation des symptômes. Donc c'est souvent assez mal vécu par les patients et pragmatiquement quand on prépare le terrain, ben, on a beaucoup moins ce genre de réaction. C'est-à-dire si on a une imperméabilité intestinale, si on désacidifie le corps, si on le détoxifie bien, si on aide toutes les enzymes de détoxication par des micronutriments, ben justement on va avoir beaucoup moins ce genre de réaction. Mais ces réactions sont vraiment assez gênantes. Et moi, ce que je fais, en tout cas, je fais purger les patients. Donc ça, c'était de la médecine. Avant, on faisait des purges aux patients. Donc moi, j'utilise sulfate de magnésium et le charbon actif. Mais il y a également énormément de choses qu'on peut faire. Notamment, dans la vieille médecine, on utilisait les lavements au café, qui pouvait avoir un effet antalgique très intéressant, mais aussi un effet pour évacuer, en tout cas, détoxifier le corps et en tout cas nettoyer les émonctoires. Il y a d'autres mesures, en tout cas dans ces réactions, dans ce genre de réactions, surtout quand on utilise un traitement actif, c'est-à-dire qu'en fait, on traite les germes et il y a des toxines qui sortent. Donc en fait, ces toxines, cette surcharge toxique, vont se retrouver dans le sang, donc faisant énormément de symptômes différents et vont être filtrés au niveau du foie. C'est pour ça que beaucoup de personnes vont être un peu plus en colère ou un peu impatients ou hypersensibles quand ils font ce genre de réaction. Et là, ça va être intéressant aussi d'également d'utiliser donc des plantes, de la phyto, des huiles essentielles drainantes, des antihistaminiques, de l'arginine et de l'ornithine qui va avoir un effet aussi également sur des fois l'ammoniac qui peut ressortir, notamment quand on traite les parasites, des antioxydants à haute dose, les citrates, les repos et aussi faire des bains. Donc les traitements symptomatiques complémentaires. Alors, est-ce que j'ai perdu le papier? Tac. Donc, beaucoup de patients demandent des traitements symptomatiques complémentaires. Il y en a certains qui ont marre mettons, de prendre des anti-inflammatoires, des antidouleurs, notamment pour les douleurs articulaires. Donc, il y a énormément de choses, en tout cas, qui existent. Ça peut être dans la gémo, la phytothérapie, la micronutrition, des choses comme le silicium, le soufre. On peut utiliser, en tout cas, énormément de différentes, en tout cas, médecines, si je puis dire, pour traiter la fatigue, soit la micronutrition, la phyto, la mycothérapie, donc les champignons, c'est très intéressant. Pour l'anxiété, le stress, la dépression, bah, des adaptogènes. On va utiliser aussi la chrononutrition, l'hypnose, l'acupuncture, des massages, des détoxifiants hépatiques, parce que les détoxifiants hépatiques, dans la médecine chinoise, le foie, c'est le centre des émotions.
Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont le Covid long, un syndrome post-vax, qui ont des troubles de la mémoire, de la concentration. Donc, ça va être intéressant d'utiliser la micronutrition, la mycothérapie, les adaptogènes. Il faudra traiter, bien sûr, les troubles du sommeil. Il y a des plantes, il y a l'olfactothérapie, notamment avec le romarin cinéole. Et il est clair et net que c'est, en tout cas, les troubles de la mémoire et de la concentration, sont loin d'être irréversibles. Donc, en résumé, le protocole basique que j'utilise et que d'autres, bon, il y a eu beaucoup de protocoles qui ont fleuri au niveau mondial, en tout cas, qui utilisent cette médecine intégrative. Donc, ce serait l'utilisation du N-acétylcystéine et du glutathion à dose orthomoléculaire, la vitamine C, D, voire D3K2, magnésium et zinc, le ginkgo biloba, bien sûr en l'absence de contre-indication et sans anticoagulation concomitant, le citrate de sodium, mais aussi certains micronutriments qu'on pourrait ajouter également en fonction des tests. S'il y a un échec, et ben, différentes pistes. Donc, on traiterait donc ce problème d'hygiène alimentaire, d'intolérance, qui peuvent apparaître après une infection ou une intoxication. On pourrait également faire un traitement d'épreuve pour les infections persistantes, notamment de réplication du Covid. Ça peut être l'ivermectine, l'azithromycine, essentiels, notamment le Ravinsara, Ciaro, Niaouli, Saro, qui sont antivirales, la Nigel, l'hydroxychloroquine, l'Artemisia annua, qui est interdite. Hein, je ne ferai pas de commentaires dessus. On peut utiliser des traitements séquentiels anti-inflammatoires. Alors, on peut utiliser, en fonction, bien sûr, aussi des symptômes. Donc, il y a certains anti-inflammatoires naturels, si je puis dire, qui vont avoir des effets sur certains symptômes également, traiter le stress oxydatif et ensuite après bien sûr rechercher en tout cas un réveil d'infection froide, ça peut être la maladie de Lyme ou d'autres co-infections que j'ai citées précédemment, et les foyers infectieux qui peuvent être des foyers dentaires. Il y a énormément de personnes qui ont des dents dévitalisées et ça peut générer des foyers infectieux, et il est très très intéressant en tout cas de voir des dentistes spécialistes qui font souvent un panoramique 3D, qui vont vraiment voir s'il y a un foyer infectieux chroniques qui peuvent générer cette inflammation, ce stress oxydatif et générer des symptômes à distance. J'ai l'exemple d'une personne qui avait une fibromyalgie, elle a enlevé une dent dévitalisée, elle avait plus de fibromyalgie le lendemain. Il est intéressant de traiter bien sûr les troubles de la coagulation et des spikopathies, donc ça peut être le pycnogénol, la nattokinase, la bromélaïne, mais aussi l'ombrokinase, lactoferrine, et d'autres, hein. Il y a beaucoup de traitements qui sont intéressants et notamment ils sont antibiophiles. On peut rééquilibrer aussi les neurotransmetteurs, mais aussi les hormones. Et l'homéopathie aussi semble intéressante. Alors moi, je maîtrise malheureusement pas l'homéopathie. Donc après une infection non traitée ou en post-injection, le tableau clinique ressemble à une fibromyalgie, un syndrome de fatigue chronique et a de nombreux points communs avec une maladie de Lyme chronique. La composante infectieuse et toxique dans certaines maladies chroniques, physiques et psychiques sont pourtant connues dans la bibliographie. Alors, Fessinger, le roi Reiter, donc c'est après une infection qu'on va avoir des arthrites réactionnelles plus tard qui peuvent être considérées ou diagnostiquées comme une polyarthrite. D'autres arthrites réactionnelles, des parasitoses, des borrélioses, mettons la schizophrénie qui peut être suite à des toxiques ou la toxoplasmose, le Parkinson qui peut être lié aux pesticides, mais également Prévotella, le mercure, l'Helicobacter pylori à distance. L'augmentation brutale de l'incidence des accidents cardiovasculaires, des maladies auto-immunes et des cancers doivent vraiment nous interpeller. Une approche globale et différente des maladies chroniques semble de plus en plus une évidence. Des infections ou intoxications chroniques ressemblent à de nombreuses maladies étiquetées. Souvent, on va avoir certaines intoxications qui vont favoriser le développement de certains germes dans l'organisme et favoriser d'autres maladies. Et l'abandon par la science des patients malades post-injection ou Covid long, tout comme les maladies de Lyme, pourrait aboutir à un changement de paradigme, une prise en charge différente et un âge d'or pour le traitement des maladies chroniques. Je vous remercie de votre attention. Y empezamos en su baile.
Alors, vraiment, merci David Guillaumin. Sa présentation n'était pas prévue il y a 4 jours. On s'est appelé mardi et gentiment, c'était tellement passionnant ce que me disait ce docteur au téléphone que je lui ai proposé de nous rejoindre et on a déjà prévu des sujets qu'il pourra développer, notamment les parasitoses et d'autres sujets à l'avenir pour le PGCS. Je le remercie vraiment et je lui demande de l'applaudir énormément. Alors, là aussi, vous aurez accès aux documents qu'il nous a préparés sur le site pgcs.org. Et je suis désolée, on a pris beaucoup de retard. Et comme Lucie Choco, après, a encore d'autres engagements, on va lui donner la parole. Mais docteur Guillaume, on se retrouve très vite. Et merci énormément. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Au Merci. revoir. Mais attention, hein, après, il faut travailler. Merci, à très bientôt. Au revoir.